Bonjour, je continue mon cours de physiologie de la reproduction avec cette dernière vidéo, la vidéo 7, où je traite les deux derniers volets du plan du cours, à savoir la physiologie de la parturition et du postpartum, et dans la deuxième partie, la physiologie de la lactation. Alors d'abord, la physiologie de la parturition et du postpartum. Alors le déroulement de la parturition, on a d'abord des signes précurseurs, des signes qui précèdent la parturition. La parturition, c'est le terme scientifique de l'accouchement. L'accouchement chez la femme, et pour les femelles de mammifères, les autres femelles, on parle de mise bas. D'accord? Il y a donc parmi ces signes précurseurs, il y a d'abord la phase préparatoire qui commence par les contractions, qui d'abord sont irrégulières et ensuite deviennent régulières, des contractions du myomètre utérin, du muscle utérin. Ces contractions sont accompagnées par la dilatation du col de l'utérus. Ceci est suivi par l'expulsion du fœtus et bien sûr par la suite l'expulsion du placenta. Et l'hormone de l'expulsion, c'est l'ocytocine, donc qui est une hormone sécrétée par l'hypophyse postérieure, qui est la neurohypophyse. Quels sont les changements hormonaux qui accompagnent la parturition? Sur ce graphique, on illustre les concentrations hormonales dans l'axe des Y et ici l'axe des X, les jours avant et après la parturition. La parturition, c'est au jour 0. D'accord? Alors, on représente certaines hormones telles que la progestérone, la relaxine, le cortisol fœtal, les œstrogènes, les prostaglandines et l'ocytocine, le cortisol maternel et la prolactine. J'attire votre attention sur le fait que toutes ces hormones-là ont une courbe qui augmente à l'approche du terme, donc à l'approche de la parturition, du terme de la gestation, à l'approche de la parturition, ces hormones, toutes augmentent leur concentration dans le sang. À l'exception de la progestérone, où on voit le contraire, la progestérone qui était pendant toute la gestation avec un taux suffisamment élevé pour maintenir la gestation, eh bien, à peu près 3 jours avant la parturition, on voit que le taux de progestérone diminue dans le sang. Il y a une chute de progestérone. À l'encontre de l'œstradiol, ici j'ai marqué œstrogène, mais c'est surtout l'œstradiol qui est actif, l'œstradiol 17-bêta, eh bien, l'œstradiol, à partir de 2 jours avant la parturition, il commence à augmenter. Donc, si avant, c'est-à-dire au jour 1, la veille de la parturition, avant cette date, eh bien, il y avait beaucoup plus de progestérone que d'œstradiol. C'est-à-dire que le rapport progestérone sur œstradiol était supérieur à 1. Et à partir de ce moment-là, c'est le contraire. C'est l'œstradiol qui l'emporte sur la progestérone. Et donc, ce rapport progestérone sur œstradiol est inférieur à 1. Il y a une forte diminution de ce rapport. D'accord? La même chose, cette courbe-là, on a le même profil pour l'œstradiol, les œstrogènes, les prostaglandines F2-alpha et l'ocytocine. Remarquez que justement c'est la prostaglandine F2-alpha qui stimule la contraction du muscle utérin et cette prostaglandine F2-alpha est stimulée par l'œstradiol, les œstrogènes, stimulés par l'œstradiol et aussi par l'ocytocine. On a vu ça quand on a vu, donc on le reverra dans ce schéma-là, et on l'a déjà traité ce schéma-là lorsqu'on a expliqué la lutéolyse, et les prostaglandines sont lutéolytiques, elles détruisent le corps jaune, d'accord? Et ici, les prostaglandines, dans le cadre de la parturition, les prostaglandines simulent les contractions du muscle utérin. Et les prostaglandines sont sécrétées par la cellule de l'endomètre utérin. D'accord? Et elles simulent les contractions utérines, donc lors de la parturition, de la préparation à la parturition. D'accord? Et cette prostaglandine est stimulée par l'ocytocine et aussi par l'œstradiol.
Et remarquez que comme la progestérone diminue dans le sang, eh bien cette progestérone qui normalement inhibe cette voie-là, donc l'activité de l'ocytocine sur les prostaglandines, eh bien elle n'existe plus parce que la progestérone diminue dans le sang. D'accord? La progestérone, c'est cette voie élevée, et cette voie d'inhibition élevée. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il y a juste que l'œstradiol qui stimule et l'ocytocine et l'ocytocine elle-même stimule la sécrétion de prostaglandine qui est stimulateur pour le muscle, pour la contraction du muscle utérin. Voilà. Et donc, justement, ça s'explique, ça s'explique le fait que le profil des sécrétions de ces trois hormones est le même. D'accord? Il y a aussi la relaxine, on verra sur une diapositive le rôle de la relaxine, d'accord, sur le ramollissement du col de l'utérus, d'accord, donc pour l'ouverture du col d'utérus en préparation à la parturition. La prolaxine augmente aussi, il y a une augmentation importante de prolaxine 2 jours avant la parturition pour la préparation à la lactation. Et ici, on a elle est plafonnée autour juste après la parturition, et on a un plateau ici de prolaxine parce que c'est la prolaxine qui stimule la production du lait par l'alvéole de la glande mammaire. Les changements hormonaux donc de fin de gestation et leurs effets sur le muscle utérin, le myomètre, et aussi le col de l'utérus. Cette diminution du rapport progestérone sur œstradiol a des conséquences sur la réceptivité utérine. La réceptivité, c'est-à-dire les récepteurs utérins, donc aux prostaglandines. Les récepteurs utérins du myomètre, de l'endomètre, parce que les prostaglandines sont sécrétées par l'endomètre utérin. Et donc, cette diminution a une activité ou une stimulation, la diminution du rapport, donc il y a moins de progestérone, la voie inhibitrice est éliminée, et il n'y a que l'œstradiol qui stimule justement l'ocytocine au niveau de l'endomètre utérin, qui elle-même stimule la sécrétion de prostaglandine qui va stimuler la contraction utérine. On assiste aussi à une augmentation de la réceptivité utérine aux catécholamines, à savoir l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, et l'ocytocine aussi. Donc, l'œstradiol, via les prostaglandines, stimule l'activité contractile des fibres musculaires lisses du myomètre utérin. Et la progestérone, on l'a bien mentionné, que la progestérone inhibe les contractions utérines. On a vu ça quand on a traité la gestation. Donc, la progestérone, elle est inhibitrice pour les contractions utérines. Et c'est ça qui est mentionné sur ce schéma-là, d'accord? Et voilà, donc c'est juste la voie stimulatrice pour les contractions utérines grâce aux prostaglandines F2-alpha. Il y a aussi d'autres régulations de la parturition. On traite ici le CRH, corticotropine releasing hormone, placentaire, qui augmente et qui stimule. Ça, c'est au niveau placentaire, qui stimule au niveau fœtal, donc l'ACTH fœtal, donc l'ACTH hypophysaire de l'hypophyse fœtale, d'accord? C'est l'hormone corticotrope, l'ACTH, l'adrénocorticotropine. Elle-même stimule donc la sécrétion de prostaglandine, PG pour prostaglandine, d'accord? Et c'est les prostaglandines qui stimulent les contractions utérines. Donc, on a une augmentation de contraction utérine, et par la même occasion, la stimulation de la CTH stimule donc on a plus de récepteurs à ocytocine, et aussi on assiste à l'augmentation de jonctions communicantes au niveau des fibres musculaires lisses du myomètre utérin, et donc ce qui favorise les contractions utérines, l'augmentation des contractions utérines. On peut induire la parturition par les prostaglandines F2-alpha. Alors, vous savez très bien que dans certains cas, il y a, par exemple, chez la femme, il y a on parle d'un dépassement du terme de la grossesse. Elle dépasse le terme, la
femme dépasse le nombre de semaines qu'on peut induire ou provoquer les contractions utérines. Normalement, on les provoque par l'ocytocine. Par l'ocytocine. Donc, la femme, sous sérum, on injecte le syntocinon. Le syntocinon, c'est l'hormone donc, de synthèse qu'on injecte chez la femme par voie veineuse, et ça provoque les contractions utérines parce que cette ocytocine va stimuler la production de prostaglandine. Et donc les prostaglandines, vous savez très bien qu'elle a une action lutéolytique, donc elle détruit le corps jaune, donc plus de progestérone et le corps jaune gestatif, pardon. Et elle a une action ocytocique, on l'a bien vu, parce qu'il y a l'ocytocine qui stimule la voie de contraction, la voie de sécrétion de prostaglandine, et la prostaglandine elle-même stimule l'ocytocine, donc c'est une boucle de régulation. Voilà, donc elle est ocytocique, donc elle stimule la décharge d'ocytocine, et aussi agit au niveau du col, au niveau de la maturation du col, dans le sens où on assiste à une dissociation de faisceaux de fibres de collagène au niveau du col de l'utérus, le cervix. Alors tous ces phénomènes-là stimulent les contractions de l'utérus et le ramollissement du col, et donc le résultat c'est l'expulsion du fœtus. Voilà. Alors pour le postpartum, alors la plupart des mammifères ont une période temporaire après la parturition, postpartum, parturition, après, post. La plupart des mammifères ont une période temporaire d'infertilité physiologique, de postpartum. Alors, particulièrement les animaux domestiques, chez les primates aussi. Les primates, c'est la famille des singes et de la femme. D'accord? Et on parle d'un anostrus de postpartum. Il n'y a pas d'oestrus. Il n'y a pas d'oestrus. C'est privatif en français. Il n'y a pas d'oestrus, il n'y a pas de période de chaleur, et donc on appelle aussi l'anostrus de lactation. D'accord? Dans cette période de postpartum, on a l'absence d'ovulation, des ovulations, l'arrêt des ovulations. Donc, il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. L'arrêt des ovulations s'appelle l'aménorrhée. L'aménorrhée de postpartum peut s'expliquer par le fait qu'il y a une forte augmentation de prolactine dans le sang, donc après la parturition, et bien sûr c'est cette prolactine qui provoque la production, qui stimule la production lactée, la production du lait par la glande mammaire, d'accord? Et donc cette hyperprolactinémie exerce un effet inhibiteur au niveau hypophysaire, sur le pic de LH, donc elle inhibe le pic de LH, et donc via donc cette inhibition, ça se reflète sur les ovaires, donc il n'y a plus d'ovulation parce qu'il n'y a plus de pic de LH. Voilà. Cette période postpartum est prolongée chez la femme qui allaite, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a toujours cette hyperprolactinémie. Cette aménorrhée se termine généralement, au bout de 5 à 6 semaines, on appelle ça le retour des couches, d'accord? Et on a un retour à la fertilité normale, et ce retour à la fertilité normale nécessite bien sûr la reprise de la cyclicité ovarienne et l'involution utérine. L'involution utérine, c'est le retour, c'est-à-dire que l'utérus retrouve son volume normal. Vous savez que pendant toute la gestation, la grossesse chez la femme, eh bien, cet utérus augmente de volume parce que il doit contenir, c'est-à-dire que le fœtus c'est-à-dire que il y a un volume qui est occupé par toute la taille du fœtus, les annexes embryonnaires, le placenta, tout ça. Donc, l'utérus augmente beaucoup de taille par rapport à sa taille normale avant la gestation. Et donc, il doit retrouver sa taille et son volume normal après l'accouchement, donc après cette période de postpartum. Dès qu'il y a un retour à la cyclicité ovarienne, eh bien, il y a une involution, donc une diminution du volume utérin et le retour à la normale. Voilà. Alors, maintenant, je vais traiter la physiologie de la lactation. Alors, en commençant par l'illustration anatomique de la glande mammaire. Ici, je la représente chez la femme et ici, chez les animaux. Alors, chez la femme, ici, on a les canaux mammaires, ce sont les canaux galactophores. Ici, on a le mamelon.
Et bien sûr, les lobules avec les alvéoles. Je les représente ici. Voilà, la glande mammaire. Alors, ça c'est un lobe. À l'intérieur, il y a des lobules contenant les alvéoles. D'accord? Et l'alvéole, c'est celle-là. Donc, on va aller étape par étape. Et donc, ça c'est l'anatomie chez la femme. Et pour les animaux, qu'est-ce qui change par rapport à la femme? C'est que chez les animaux, il y a une citerne de réserve, c'est de stock de lait. Alors que la femme, il n'y a pas de stockage du lait. D'accord? Il est retiré systématiquement lors de la tétée du petit au niveau du mamelon. D'accord? Alors que ici, chez les animaux, il y a une citerne de réserve, de stockage du lait. Et donc, on est capable de faire la traite du lait. Ça, c'est le trayon. D'accord? Il y a une citerne du trayon. Et on peut faire la traite du lait. D'accord? Au besoin, c'est-à-dire que les fermiers font ça de routine, de façon journalière chez les vaches laitières. Voilà. Alors ça, c'est le canal mammaire, le tissu conjonctif, les canalicules mammaires et les lobules. Voilà. Ça, c'est un lobe. Là aussi. Alors, donc ça, on va plus en détail. Donc, alors ça, c'est le canal mammaire. On appelle ça les canaux galactophores aussi. Ok. Ça, c'est la citerne. Ça, c'est chez les animaux. La citerne du trayon et le trayon. Alors, allons maintenant plus loin pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de l'alvéole. Alors, l'alvéole, c'est comme un petit ballon de rugby, là, allongé. Hein. Et à l'intérieur, on a la lumière de l'alvéole. Et ici, un épithélium. D'accord? Et ce sont les cellules épithéliales de l'alvéole qui produisent le lait. Et le lait, il va aller vers la lumière de l'alvéole à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et de là, il va quitter l'alvéole pour aller au canal galactophore. En dessous de l'alvéole, il y a des cellules myoépithéliales. Ce sont des cellules musculaires lisses qui vont contracter l'alvéole pour la sortie du lait. Voilà. Encore un schéma structural de l'alvéole. L'alvéole, ça s'appelle, histologiquement parlant, un acinus. Donc, c'est l'acinus de la glande mammaire. Voilà, donc cet alvéole. Alors, il y a bien sûr des vaisseaux sanguins. Ça, en dessous, il y a du tissu conjonctif, les cellules myoépithéliales dont je viens de parler, la membrane basale, et ça, c'est le tissu épithélial producteur du lait. Ce sont les cellules ici qui produisent le lait. Cellules épithéliales alvéolaires. D'accord? Elles sont polarisées, bien sûr. Ça, c'est le côté apical. Voilà. Et ça, c'est la lumière de l'alvéole. Et en dessous, il y a du tissu adipeux, des cellules adipeuses. Voilà. Et le canal de l'acinus, canal lobulaire. Alors maintenant, on va voir le développement et le fonctionnement de la glande mammaire. Il y a 5 phases. D'abord, la mammogénèse, c'est le développement du tissu mammaire. Ensuite, la lactogénèse, c'est le développement de la capacité de sécrétion de lait. La galactopoïèse, c'est le maintien de cette synthèse. Il ne s'agit pas juste de produire du lait, mais il faut que ce lait soit synthétisé à mesure, c'est-à-dire pendant toute la période de la lactation. Pendant une longue période et donc toute la période de la lactation. Voilà. Il y a l'éjection du lait et l'expulsion du lait, c'est-à-dire l'expulsion du lait à partir des alvéoles. Cette éjection du lait, elle est stimulée par l'ocytocine. Et l'involution, c'est la régression de la glande mammaire après l'arrêt de la lactation. Je répète, l'ocytocine permet l'éjection du lait et la prolactine permet ou stimule la production du lait par la cellule épithéliale de l'acinus de la glande mammaire. Voilà. Alors, les stades de développement de cette glande mammaire, d'abord, il y a les canaux qui sont atrophiés de toute petite taille. On parle de la mammogénèse, c'est ce que j'ai dit ici, le développement du tissu mammaire.
la mammogénèse. Ensuite, la croissance des canaux galactophores. Toujours la mammogénèse pour donner une croissance lobulo-alvéolaire, c'est-à-dire au niveau des lobules et des alvéoles. Ensuite, la lactogénèse, d'accord? Donc la production du lait. Et la galactopoïèse, c'est le maintien de la production du lait, de sécrétion du lait, et puis l'évolution à la fin de la lactation, l'évolution de la glande mammaire. Comment fonctionne cette glande mammaire? Alors, pendant la gestation, il y a l'imprégnation de la glande mammaire par les œstrogènes et la progestérone du corps jaune gestatif qui permettent le développement de la glande mammaire, les œstrogènes et la progestérone pendant toute la période de la gestation. À la fin de la gestation, c'est HCG, l'hormone gonadotropine chorionique humaine, HPL, l'hormone lactogène placentaire et la prolactine qui interviennent à la fin de la gestation, d'accord? Et lors de la parturition, la diminution, rappelez-vous, la diminution de progestérone dans le sang stimule la sécrétion de prolactine et donc l'élaboration du lait. Et lors de la lactation, pour ce phénomène-là, la galactopoïèse, le maintien de la production du lait est géré par la succion du mamelon. Et c'est-à-dire, c'est le fait que le petit tète sa mère, au niveau du mamelon, qu'il y a un réflexe neuro-endocrinien par voie nerveuse, ça se fait par voie nerveuse. Il y a les neurones à prolactine qui permettent la production du lait et les neurones à ocytocine qui permettent l'éjection du lait, qui stimulent l'éjection du lait. Ceci est maintenu grâce à la succion du mamelon. S'il n'y a plus de succion du mamelon, eh bien, il y a arrêt de production lactée et d'éjection du lait. Voilà. Et l'hyperprolactinémie provoque l'inhibition du pic de LH et donc l'absence des ovulations et le maintien de l'aménorrhée. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure dans les diapositives précédentes. Comment se fait le contrôle hormonal de la mammogénèse? Eh bien, ici, on a les ovaires, d'accord? Et ici, on a la glande mammaire avec les alvéoles. OK? L'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, on a dit que lors de la mammogénèse, la glande mammaire est imprégnée par les œstrogènes et la progestérone. Les œstrogènes et la progestérone. Et ces œstrogènes les œstrogènes et la progestérone agissent au niveau hypothalamo-hypophysaire, stimulent l'axe hypothalamo-hypophysaire pour la production de prolactine et d'hormones de croissance. On va voir le rôle de l'hormone de croissance dans la diapo suivante. Alors, et cette prolactine permet la sécrétion du lait par les cellules de l'épithélium de l'acinus de la glande mammaire, de l'alvéole, d'accord? Et donc, il y a production lactée par la prolactine. Ce mécanisme est aussi, donc pendant la gestation, ça c'est la mammogénèse, et lors de la gestation, il y a aussi l'intervention du placenta qui sécrète aussi les œstrogènes et le progestérone et qui sécrète aussi l'hormone lactogène placentaire. On a vu dans le graphique tout à l'heure l'évolution de l'hormone lactogène au niveau à la fin de la gestation et au niveau du postpartum. Alors, et pour la progestérone, elle permet aussi, c'est ce qu'on avait déjà dit, le développement de la glande mammaire pendant la gestation et à la fin de la gestation, la diminution de progestérone stimule la sécrétion de prolactine. Bon, je le dis, je le répète, comme ça vous allez fixer les idées. Voilà. Alors, pour la lactogénèse, on assiste à deux phases. La lactogénèse 1, lors de la gestation, il y a accumulation du lait dans la lumière des alvéoles. D'accord? Et la lactogénèse 2, après la parturition, il y a une forte augmentation de la synthèse du lait, c'est l'hyperplasie, c'est-à-dire les cellules épithéliales, dans des cellules épithéliales mammaires, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de cellules épithéliales de la glande mammaire. Et donc, plus il y a de cellules et plus il y a de lait, bien sûr, parce que ce sont les cellules de l'alvéole qui produisent le lait. Voilà.
Les hormones lactogènes, quel est leur mécanisme d'action? La prolactine agit sur les cellules épithéliales sécrétrices et ça permet l'induction de la transcription des gènes des protéines du lait. Voilà. Et les glucocorticoïdes, ils ont aussi un effet synergique de la prolactine. On a aussi l'intervention de l'insuline. On va le voir sur les diapos suivantes. Sur la diapo suivante. Alors, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, un réflexe neuro-endocrinien de l'entretien de la lactation. S'il n'y a pas ce réflexe-là, eh bien, la lactation arrête. C'est-à-dire la production lactée arrête. Voilà. C'est la stimulation du petit au niveau du mamelon de sa mère. Cette stimulation engage une stimulation nerveuse, donc une voie nerveuse qui est ascendante, qui passe bien sûr par la moelle épinière et arrive au niveau du système nerveux central, au niveau hypothalamique, et c'est à ce niveau-là qu'il y a la relâche ou la libération d'hormones, de relésine hormones, plusieurs relésine hormones qui vont stimuler au niveau hypophysaire, donc plusieurs hormones hypophysaires stimulées par les relésine hormones, d'accord, les libérines, et on a la voie descendante, c'est la voie humorale, donc la sécrétion d'hormones au niveau du sang. Quelles hormones passent dans le sang? Eh bien, on a la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde, thyroïde stimulation hormone, l'hormone de croissance, la GH, et la CTH, adrénocorticotropine hormone, et la prolactine. Le TSH stimule la thyroïde, la GH stimule le foie et le tissu adipeux, et la CTH stimule les glandes surrénales. Eh bien, ces glandes-là, donc, interviennent c'est-à-dire gèrent le métabolisme général, interviennent, donc sécrètent des hormones au niveau et donc qui vont intervenir dans le métabolisme général, et donc au niveau de la cellule épithéliale alvéolaire, ça agit, toutes ces hormones-là agissent, les hormones du métabolisme agissent pour stimuler la production lactée au niveau de la cellule épithéliale alvéolaire. Ces hormones-là le font de façon indirecte via le métabolisme général, et la prolactine agit directement sur la cellule épithéliale alvéolaire. C'est ce qu'on va voir ici. Là, c'est pour la GH, d'accord, l'hormone de croissance. Eh bien, on a au niveau hypothalamique les hormones de libération de la GH et les hormones d'inhibition de sécrétion de GH. Alors, il y a le GH-RH, relésine hormone, growth hormone, relésine hormone, growth hormone. Ça, c'est growth hormone, donc c'est l'hormone de croissance. Relésine hormone, c'est l'hormone de libération de l'hormone de croissance. Voilà. Et donc, cette voie est stimulatrice. Ce GH-RH, il est stimulateur. Et il y a aussi l'inhibition par la somatostatine, c'est la GHIH. Au fait, la somatostatine, elle n'inhibe pas uniquement la GH. J'ai marqué, ça c'est entre parenthèses, elle inhibe aussi la TSH, l'insuline, le glucagon et les hormones gastro-intestinales. Donc ça c'est entre parenthèses. Alors, maintenant, regardons la voie stimulatrice. La GH qui stimule au niveau hypophysaire la sécrétion, la GH-RH, stimule au niveau hypophysaire, anté-hypophysaire, la sécrétion de GH qui agit au niveau du foie pour la sécrétion de facteurs de croissance insulinique, l'IGF. Cet IGF qui stimule l'activité métabolique, agit au niveau des activités métaboliques, de la synthèse de protéines et le débit sanguin de la mamelle. D'accord? Et donc, il y a la GH qui agit aussi au niveau du tissu adipeux et du muscle. Et il y a donc la GH stimule la libération de nutriments à partir des réserves corporelles, à savoir le tissu adipeux et le muscle. D'accord? C'est le rôle de la GH. Et bien sûr, une fois on a ces nutriments vont être nécessaires, bien sûr, c'est ces nutriments-là qui vont entrer dans la cellule épithéliale de l'alvéole pour la synthèse du lait. Voilà. Il y a aussi une voie hypothétique de la GH directement au niveau de la mamelle pour la production lactée, mais ça reste à l'échelle hypothèse, c'est-à-dire au stade, c'est une hypothèse et donc c'est pas encore démontré. Mais ce qu'on sait, c'est que la GH agit au niveau du foie
et donc agit sur le facteur de croissance insulinique, donc par voie indirecte ou alors directement sur les tissus adipeux et le muscle. Voilà. Alors sur cette dernière diapositive, je vous montre la cellule épithéliale de l'alvéole, voilà, de la sinus, qui a ici des microvillosités. Voilà, ça c'est la lumière. Et ça, c'est le côté basal, la lame basale, le tissu conjonctif avec la vascularisation, bien sûr. Eh bien, ça, donc, c'est la cellule épithéliale alvéolaire, d'accord? Avec tous les organites qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le réticulum endoplasmique, les mitochondries, le noyau, etc. Et il y a l'entrée des nutriments ici par la base, d'accord? Et ces nutriments sont, bien sûr, utilisés via les cascades de synthèse à l'intérieur de la cellule, d'accord? Et on arrive aux globules lipidiques, aux globules gras, les sels, le sucre, les protéines et tous les ingrédients nécessaires à c'est-à-dire à la composition lactée, la composition du lait. Et une fois ces ingrédients entrent dans la lumière, on arrive au lait, donc production lactée avec tout ce qu'il faut pour le nourrisson et donc c'est un aliment complet pour le nourrisson. Voilà. Et donc avec cette dernière vidéo, je termine mon cours de physiologie de la reproduction et je vous remercie.